À ton avis, depuis quand les glaces sauvent-elles la vie des individus durant les chaudes journées d'été? Eh bien, depuis un paquet de siècles. Personne ne connaît avec certitude l'histoire de la découverte de la glace, mais elle remonte probablement à au moins le 4e siècle avant Jésus-Christ. Bien sûr, il ne s'agissait pas de la glace que nous connaissons aujourd'hui. Alexandre le Grand, roi de Macédoine, appréciait la neige et la glace recouverte de miel et de nectar. C'était la première glace. L'empereur romain Néron mangeait de la neige aromatisée aux fruits et au jus. Comment ces hommes obtenaient-ils de la neige s'ils vivaient dans des climats très chauds? Eh bien, leurs assistants couraient jusqu'à une montagne voisine pour en rapporter de là-haut. Je ne sais pas trop comment ils faisaient sans réfrigérateur, mais je suppose qu'ils avaient des moyens. Certains historiens affirment qu'il y avait des fosses profondes recouvertes de paille et que la neige y était stockée après avoir été récoltée dans les montagnes. Le fait qu'elle n'ait pas fondu sur le chemin de la fosse reste un mystère pour moi. Mais l'histoire en comporte beaucoup, c'est vrai. D'accord, donc on vient d'évoquer la glace et la neige. Mais nous savons tous que ça n'a rien à voir avec la crème glacée à laquelle nous sommes habitués. L'un des principaux ingrédients du dessert que nous connaissons aujourd'hui est le lait. Celui-ci est vraisemblablement apparu en Chine autour du 7e siècle de notre ère. À l'époque, la dynastie Tang régnait sur le pays, et les empereurs ont probablement été les premiers à manger de la glace au lait. Elle était alors fabriquée à partir de lait de bufflonne, de chèvre ou de vache. Pour en améliorer la saveur et l'arôme, on y ajoutait du camphre. Des tubes métalliques étaient ensuite remplis du mélange et entreposés dans un bassin de glaçons pour y être congelés. Quittons un peu la Chine pour nous rendre dans le monde arabe à l'époque médiévale. Penchons-nous donc sur les délices glacées que l'on y mangeait. Les gens avaient l'habitude de boire des rafraîchissements glacés, les premières versions du sorbet. Les sorbets étaient généralement fabriqués à partir de grenades, de cerises ou de coings. Peu après, les Européens s'en sont emparés et le sorbet est devenu populaire en Europe également. Les Italiens et les Français sont ceux qui l'ont le plus apprécié. Ils l'ont donc repris et perfectionné pour en faire leur propre version. Au XVIIe siècle, Antonio Latini a été le premier à consigner officiellement la recette de son sorbetto, qui contenait des fruits, de la glace, mais aussi du sucre et du lait. C'est cette recette que la plupart des historiens culinaires considèrent comme la première glace officielle. Les Italiens ont perfectionné leur propre type de sorbet, appelé gelato. En italien, ce terme signifie gelé. Personne ne sait exactement qui a inventé le gelato, mais tout le monde connaît le type qui a ouvert le premier café à Paris et a commencé à le vendre. Un Italien de Sicile a ouvert son Il Procopé en 1686 et le café est devenu le lieu de rencontre favori des intellectuels célèbres de l'époque. C'est ainsi que les Français ont découvert le gelato italien, vendu dans des bols en porcelaine ressemblant à des coquetiers. Mais il ne faut pas oublier une chose importante. N'appelle jamais le gelato une glace, surtout devant des Italiens. Même si ces deux produits peuvent sembler similaires, ils présentent de nombreuses différences significatives. Le gelato contient beaucoup moins de matière grasse, moins d'air, son goût est plus intense et il est également servi plus chaud que la crème glacée. Voilà donc pour la méthode italienne. Les Français ont mis au point leur propre dessert glacé, le fromage. Attention, ce fromage n'est évidemment pas notre vrai fromage que l'on connaît aujourd'hui. À l'origine, il était composé de crème, de sucre et d'eau de fleurs d'oranger. Aujourd'hui encore, la crème est un ingrédient important, de sorte que le fromage est plus crémeux et plus lourd qu'un gelato. Savais-tu également que des œufs sont utilisés pour produire les œufs ? Oui, c'est un ingrédient important du gelato et du fromage blanc, qui donne au dessert la matière grasse nécessaire, mais aussi une saveur spécifique. Nous n'avons pas encore parlé de l'Amérique. Il est fort probable que les glaces aient été apportées aux États-Unis par des immigrants européens. Le premier glacier des États-Unis a ouvert ses portes en 1790 à New York. Mais jusqu'au début du siècle suivant, la glace n'était accessible qu'à l'élite. Mais une fois qu'elle est devenue plus courante, elle s'est bien sûr répandue dans tout le pays. Il ne pouvait en être autrement, n'est-ce pas ? Lorsqu'on a demandé aux astronautes de la NASA ce qui leur manquait le plus, la crème glacée est arrivée en tête de liste. Aujourd'hui, 9% du lait de vache produit aux États-Unis est utilisé pour fabriquer des glaces. Les personnes qui aiment le plus les glaces au monde vivent en Nouvelle-Zélande. Ce pays est le plus grand consommateur de glace par habitant. Les États-Unis arrivent en deuxième position. À ton avis, quel est le parfum de crème glacée le plus populaire ? Oui, c'est la vanille, bien sûr. Le deuxième parfum le plus populaire est le chocolat. Il s'avère que la glace au chocolat a été inventée plus tôt.
C'est parce que la vanille n'a pas été disponible pendant longtemps. Aujourd'hui, la plupart des vanilles sont importées d'Indonésie et de Madagascar. Il existe aujourd'hui plus de 1000 parfums de glace. Il y en a quelques-uns qui sont vraiment bizarres, comme le goût hot dog, le bacon, l'avocat, la réglisse, la pieuvre, le goût méduse et même l'ail rôti. Il y a aussi la glace au fromage, qui est très répandue aux Philippines. Les Philippines n'ont eu accès à la glace qu'au 19e siècle, mais il a fallu attendre un siècle pour qu'elle soit largement disponible pour tous. Après la généralisation de la réfrigération, un Américain a ouvert le premier salon de crème glacée du pays, servant 3 parfums: vanille, chocolat et fraise. Peu après, de nombreuses personnes se sont mises à produire ces friandises glacées en y incorporant des produits locaux, comme la mangue, l'avocat et la noix de coco. Au lieu du lait de vache, les Philippins utilisent traditionnellement du lait de bufflone domestique, qui est également utilisé pour fabriquer du fromage blanc. Dans la seconde moitié du XXe siècle, le cheddar a été importé pour la première fois aux Philippines, et il est devenu immédiatement un must. C'est l'ingrédient des célèbres spaghettis philippins et une garniture courante dans les pâtisseries. Sans réfléchir longtemps, ils ont combiné leur fromage préféré avec leur dessert favori, la crème glacée, et ils ont obtenu une incroyable glace au fromage crémeuse, sucrée-salée. Alors oui, c'est une longue histoire. Nous avons mentionné les boissons glacées, les sorbets et les crèmes glacées, mais nous n'avons pas parlé des glaces à l'eau. C'est vrai, les glaces à l'eau n'ont pas existé pendant longtemps. En fait, elles n'ont été inventées que par accident en 1905, par un garçon de 11 ans, Frank Epperson. Par une nuit froide, il a mélangé de la poudre de soda sucrée à de l'eau et l'a oublié dehors. Après avoir passé la nuit dehors, le mélange a gelé. Lorsque le garçon est revenu et l'a trouvé, il a dû lécher sur le bâton de bois avec lequel il la remuait. Il l'aima tellement qu'il commença à en produire. Il les appela Epsicles, en l'honneur de son propre nom, mais plus tard le nom évolua en Popsicle. Les cornets de glace ont été inventés un an avant les glaces à l'eau, en 1904. Un homme vendait des pâtisseries ressemblant à des gaufres lors d'une foire. Juste à côté de lui, un autre vendait des glaces. À un moment donné, le vendeur de glace s'est retrouvé à court de vaisselle et ne savait plus comment faire. Son voisin a donc roulé ses gaufres et a proposé de vendre des glaces à l'intérieur. L'histoire de la glace n'est pas encore terminée. Des délices glacées continuent d'être inventées aujourd'hui encore. Par exemple, les Slurpees n'ont été inventés qu'à la fin des années 1950. Omar Knedlik travaillait au Dairy Queen de Kansas City et la fontaine à soda est tombée en panne. Pour garder les boissons au frais, il les a placées dans un congélateur. Elles sont devenues gluantes et c'est ainsi que l'homme a eu l'idée de fabriquer une machine qui produirait de telles boissons glacées. Il a même créé le nom IC et dessiné un logo pour la marque. Quelques années plus tard, 7-Eleven a acheté le droit de vendre ces boissons qui sont devenues populaires. La toute dernière invention ressemblant à une crème glacée est le Dippin' Dots. En 1988, un microbiologiste voulait trouver un moyen plus facile de nourrir les vaches. Alors il a commencé à congeler la nourriture des vaches. Puis il a réfléchi un peu plus et s'est rendu compte qu'il était possible de congeler d'autres aliments, et pas seulement ceux destinés aux vaches. Il a donc commencé à congeler de la crème glacée et ce fut une véritable explosion. C'est tout pour aujourd'hui. Peut-être pourras-tu toi aussi inventer quelque chose qui restera à jamais gravé dans l'histoire de la glace, à l'instar de tous les héros que nous avons mentionnés aujourd'hui. Si ça sent le poisson chez toi, et que tu n'as pas mangé de saumon depuis un moment, il est peut-être temps de vérifier tes installations électriques. Cette odeur nauséabonde peut signifier que tes câbles se sont effilochés, que ton disjoncteur est défectueux, ou que tes circuits sont en surchauffe. Ne savais-tu pas que ces câbles dégageaient une odeur bien plus désagréable qu'un sandwich au thon oublié au soleil? Appelle donc ton électricien et fais tout vérifier au plus vite. Mais si c'est une odeur d'œuf pourri qui flotte dans l'air chez toi, appelle tout de suite un plombier. Tes canalisations sont probablement contaminées, mais tu peux également sentir une telle odeur si ton chauffe-eau est défectueux. Ou il peut encore s'agir d'une fuite de gaz. Les fabricants ajoutent au gaz naturel un produit chimique à l'odeur désagréable, afin que les gens puissent remarquer immédiatement la moindre fuite. L'odeur suivante n'est pas aussi facile à remarquer qu'une licorne dans Central Park, alors écoute bien. As-tu déjà senti une odeur bizarre juste avant d'allumer ta cuisinière? Il s'agit de monoxyde de carbone, et il est très important de le savoir. Car ce gaz sournois peut être extrêmement dangereux si tu en inhales une trop grande quantité. Et le pire, c'est qu'il est totalement inodore. Quelle est donc cette odeur bizarre? C'est en fait ce qu'on ajoute au gaz pour t'avertir qu'un danger te guette. Alors,
La prochaine fois que ta cuisinière sent mauvais, dis-toi bien que ce n'est peut-être pas à cause des lasagnes de la veille. Il n'est pas rare de trouver de la moisissure chez soi aux endroits où il y a de l'eau stagnante. Par exemple, lorsqu'une fuite se cache derrière les murs. Les spores de moisissure peuvent se développer dans ces zones humides et peuvent causer de graves problèmes de santé. Les punaises de lit ont un faible pour les chaussures. Elles adorent s'y cacher, mais seulement dans certaines conditions. Si tu possèdes une paire de chaussures que tu ne portes presque jamais, attention, des punaises pourraient or bien s'y être installées confortablement. Mais ne t'inquiète pas, il existe une astuce pour tenir ces bestioles hors de tes souliers. Les chaussures en cuir sont un peu trop lisses pour que les punaises puissent s'y glisser. Il est donc peu probable que tu en trouves là. Les baskets, en revanche, sont l'un des endroits préférés de ces insupportables insectes. Toutes ces textures et motifs intéressants sont parfaits pour se cacher. Donc, si tu veux empêcher les punaises d'y entrer, porte-les régulièrement. Elles n'aiment pas beaucoup être remuées. Et qui sait, tu pourrais même en écraser quelques-unes au passage. Ça vaut la peine d'essayer. Alors vas-y, enfile tes baskets et montre-leur qui est le patron. Tes pieds et ta santé mentale t'en remercieront. Si tes narines sont assaillies par une odeur désagréable, il est aussi peut-être temps de vérifier ton matelas. Des études scientifiques récentes ont révélé qu'un matelas de 7 ans peut abriter plus de bactéries qu'un film de science-fiction se déroulant dans l'espace, plus de 16 millions d'unités formant colonie pour 6 cm². De quoi donner envie aux plus courageux d'entre nous de dormir dans une combinaison spéciale. Mais n'aie crainte, il existe une solution à ce problème. Il s'agit du bicarbonate de soude, le héros méconnu de l'entretien ménager. Saupoudre un peu de cette poudre magique sur ton matelas, laisse reposer une demi-heure et passe le temps avec quelque chose d'amusant. Les vidéos de chats marchent à chaque fois, puis passe l'aspirateur dessus. Et voilà, ton lit sentira plus frais qu'un champ de marguerites au printemps. Ne laisse pas ces satanées bactéries prendre le dessus. Et qui sait, peut-être que ton matelas rafraîchi t'incitera à faire de beaux rêves, ou tiendra tout au moins les cauchemars à distance. As-tu déjà remarqué que ta serviette sent parfois un peu le monstre des marais ? Oui, c'est parce que tu l'utilises depuis trop longtemps. Pour éviter les bactéries, change de serviette après 3 utilisations. Et si tu veux vraiment bannir ces germes nauséabonds, sers-toi du bicarbonate de soude de temps en temps. Ton nez et, si tu ne vis pas tout seul, tes colocataires t'en seront reconnaissants. Si ta salle de bain sent le marécage, c'est peut-être à cause d'un peu d'eau stagnante ou d'un résidu dans tes canalisations. Ne t'inquiète pas. Si le plombier ne peut pas venir aujourd'hui, tu peux remédier à ce problème en versant quelques gouttes de ton huile essentielle préférée sur ton rouleau de papier toilette. Il ne s'agit pas d'une solution à long terme, mais au moins tu respireras un peu mieux. Passons maintenant à cette vilaine brosse de toilette. Verse un peu de détergent parfumé dans son petit seau ou fabrique ton propre parfum avec de l'eau distillée et de l'huile essentielle. Cela éliminera les bactéries et l'huile essentielle dissimulera les mauvaises odeurs. Assure-toi simplement que tu n'as pas d'allergie à l'huile de ton choix. Savais-tu que de la moisissure peut se former dans ton lave-vaisselle ? Dégoûtant, n'est-ce pas ? Lance un cycle de chaleur sèche, sans vaisselle, mais avec du vinaigre blanc. Veille à bien rincer l'intérieur, y compris les filtres et les panneaux. Et si ton panier à couvert a l'air un peu moisi, trempe-le dans un peu de détergent antibactérien dilué avant de le rincer soigneusement. Parlons maintenant des bruits bizarres dans ta maison. Les cliquetis et les claquements en hiver ou en automne peuvent provenir de la mise en marche de ton chauffage. Si de la vapeur condensée est coincée dans les tuyaux, essaye de purger tes radiateurs. Si tu entends un bouillonnement, il peut s'agir d'une fuite d'eau ou de sédiments dans ton chauffe-eau. Coupe l'eau principale et écoute. Si le bruit s'arrête, appelle le plombier. Si ce n'est pas le cas, essaye de vidanger le réservoir. Quand tu emménages dans une nouvelle maison, vérifie bien les murs et les plafonds. La peinture fraîche pourrait cacher quelque chose. Alors demande à ton propriétaire ce qu'il en estimate. Et évite les plafonds grenus. Non seulement ils sont laids, mais ils contiennent de l'amiante. L'amiante est comme un bol de pâtes alphabet. Il est composé de toutes ces fibres cristallines difficiles à prononcer. Mais méfie-toi de ces noms farfelus. L'amiante est un dur à cuire. Il peut résister aux températures élevées, aux produits chimiques et même à l'électricité. Pas étonnant qu'on en ait tant fait usage dans la construction autrefois. L'amiante est un ninja rusé. Il peut se décomposer en fibres si minuscules qu'elles flotteront dans l'air pendant des jours et des jours. Et en respirant accidentellement ces fibres, tu laisses entrer quelque chose de dangereux dans tes poumons. Alors attention, évite donc l'amiante et protège tes poumons. Sois prudent si tu rénoves une vieille maison. Ce matériau toxique pourrait se trouver dans sa toiture. Les bactéries responsables des odeurs adorent faire la fête dans l'évier et dans le drain de ta cuisine. Et ne parlons même pas du broyeur à ordures.
une véritable discothèque pour bactéries. Mais il existe une solution amusante. Une fois par semaine, organise ta propre fête en invitant 6 glaçons, 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude, 3 fines tranches de citron et 1 cuillère à café d'eau de javel dans ton broyeur. Mets la musique à fond, allume le broyeur et laisse les glaçons agir. Une fois la fête terminée, rince le tout à l'eau froide pendant 30 secondes. Et voilà, un évier propre et frais. Ton nouveau canapé et tes nouvelles armoires pourraient secrètement libérer des gaz nauséabonds dans l'air. Oui, c'est vrai. 16 gaz, appelés composés organiques volatiles ou COV, peuvent irriter ton nez et ta gorge. Et comme si cela ne suffisait pas, ils peuvent même te donner des maux de tête et des vertiges. Mais ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. Si tu peux, ouvre tes fenêtres pour faire circuler l'air frais. Et si tu cherches à acquérir de nouveaux meubles ou objets pour la maison, renseigne-toi sur les options à faible teneur en COV. Ton nez te remerciera. Et puis, qui voudrait vivre au milieu de meubles malodorants ? Vénus était très probablement couverte d'océans d'une profondeur de 10 à 300 mètres. De plus, une certaine quantité d'eau était prisonnière du sol de la planète. Celle-ci avait des températures stables de 20 à 50 degrés Celsius, qui étaient donc assez tolérables et pas si différentes des températures actuelles sur Terre. Bref, pendant 3 milliards d'années, jusqu'à ce que quelque chose d'irrévocable se produise il y a 700 millions d'années, Vénus aurait pu être habitable. Mais aujourd'hui, elle ne l'est plus. La Lune est le deuxième objet le plus lumineux de notre ciel. Pourtant, parmi les autres corps astronomiques, c'est l'un des plus sombres et des moins réfléchissants. Mais notre satellite naturel semble brillant parce qu'il est très proche de nous. De la même façon, notre planète semble beaucoup plus lumineuse lorsque tu la regardes depuis l'espace. C'est parce que les nuages, la glace et la neige réfléchissent beaucoup plus de lumière que la plupart des roches. Triton, la lune de Neptune, a toute sa surface recouverte de plusieurs couches de glace. Si ce satellite remplaçait notre lune actuelle, le ciel nocturne deviendrait 7 fois plus lumineux. Les étoiles à neutrons font partie des objets les plus petits et les plus massifs de l'espace. Elles ont généralement un diamètre d'environ 18 km, mais sont plusieurs fois plus lourdes que le Soleil. Et elles tournent sur elles-mêmes environ 600 fois par seconde, bien plus vite qu'un patineur artistique professionnel. Saturne est la planète la moins dense du système solaire. Elle a une densité équivalente à 1/8 de celle de la Terre. Et pourtant, à cause de son immense volume, la planète est 95 fois plus massive que la Terre. Le phénomène lunaire transitoire est l'une des choses les plus énigmatiques qui se produisent sur la Lune. Il s'agit d'un changement éphémère de lumière, de couleur ou autre à la surface du satellite. Le plus souvent, il s'agit de flashs lumineux aléatoires. Les astronomes observent ce phénomène depuis les années 1950. Ils ont remarqué que les flashs se produisaient de façon imprévisible. Parfois, ils peuvent se produire plusieurs fois par semaine. Ensuite, ils disparaissent pendant plusieurs mois. Certains d'entre eux ne durent pas plus de quelques minutes, mais certains ont duré plusieurs heures. En 1969, un jour avant qu'Apollo 11 ne se pose sur la Lune, l'un des membres de la mission a remarqué qu'une partie de la surface lunaire était plus éclairée que le paysage environnant. On aurait dit que cette zone avait une sorte de fluorescence. Malheureusement, on ne sait toujours pas si ce phénomène était lié au mystérieux flash lunaire. Les déchets ne sont pas seulement un problème dans les océans, les villes et les forêts de la Terre. Il existe ce que l'on appelle les déchets spatiaux, c'est-à-dire tout objet fabriqué par l'homme qui a été laissé dans l'espace et qui ne sert plus à rien. Il y a aussi des débris naturels provenant de météorites et d'autres objets cosmiques. Il y a actuellement plus de 500 000 débris spatiaux en orbite autour de la Terre, à des vitesses suffisamment élevées pour causer des dommages importants s'ils entrent en collision avec un vaisseau spatial ou un satellite. La NASA fait de son mieux pour suivre chaque objet afin de s'assurer que les missions hors de la Terre puissent atteindre leur destination en toute sécurité. Notre Soleil est incroyablement massif. Pour preuve, 99,86% de toute la masse du système solaire consiste en la masse du Soleil, en particulier l'hydrogène et l'hélium dont il est composé. Les 0,14% restants sont principalement la masse des 8 planètes du système solaire. L'atmosphère du Soleil est plus chaude que sa surface. La température de la surface atteint 5500 degrés Celsius, mais la haute atmosphère atteint des millions de degrés. Si l'on pouvait creuser un tunnel directement au centre de la planète et ressortir par le côté opposé, et que tu étais assez aventureux pour sauter dedans, il te faudrait 42 minutes pour le traverser. Tu accélérerais au fur et à mesure de ta chute pour atteindre la vitesse maximale au moment où tu atteindrais le noyau de la Terre.
Après la moitié du trajet, tu tomberais ensuite vers le haut, de plus en plus lentement. Au moment où tu atteindrais la surface opposée, ta vitesse serait de nouveau à 0. À moins que tu ne parviennes à t'extraire du trou, tu recommencerais immédiatement à tomber, pour redescendre ou remonter vers l'autre côté de la planète. Ce voyage durerait une éternité, et ce, à cause des effets bizarres de la gravité. Il pourrait y avoir plus de métaux, par exemple du titane ou du fer, dans les cratères lunaires, que ne le pensaient les astronomes. Le plus gros problème avec cette découverte ? Elle contredit la principale théorie sur la façon dont la Lune s'est formée. Cette théorie stipule que le satellite naturel de la Terre s'est détaché de notre planète après une collision avec un objet spatial massif. Mais alors, pourquoi la croûte terrestre, pauvre en métaux, contient-elle beaucoup moins d'oxyde de fer que celle de la Lune ? Cela pourrait signifier que la Lune s'est formée à partir des matériaux se trouvant bien plus profondément à l'intérieur de notre planète. Ou bien ces métaux pourraient être apparus lorsque la surface lunaire, en fusion, se refroidissait lentement. Ou peut-être, comme on le dit depuis des siècles, qu'elle est faite de fromage. La Terre pourrait avoir été violette avant de devenir bleue et verte. Un scientifique a une théorie selon laquelle une substance existait dans les anciens microbes avant que la chlorophylle, cette chose qui rend les plantes vertes, n'évolue sur Terre. Cette substance reflétait la lumière du soleil en rouge et en mauve, couleurs qui se combinaient pour donner du violet. Si c'est vrai, la jeune Terre a peut-être regorgé d'étranges plantes de couleur violette avant que toutes ces choses vertes n'apparaissent. La plus haute montagne du système solaire est Olympus Mons sur Mars. Elle est 3 fois plus haute que le mont Everest, le plus haut sommet de la Terre par rapport au niveau de la mer. Si tu te tenais au sommet d'Olympus Mons, tu ne comprendrais pas que tu te trouves sur une montagne. Ces pentes seraient cachées par la courbure de la planète. Les astronomes ont trouvé un énorme réservoir d'eau dans l'espace, le plus grand jamais détecté. Dommage que ce soit aussi le plus éloigné. Il est situé à 12 milliards d'années-lumière de nous. Ce nuage de vapeur d'eau contient 140 000 milliards de fois plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Vénus tourne à son propre rythme, sans se presser. Une rotation complète prend 243 jours terrestres. Et il faut à la planète un peu moins de 225 jours terrestres pour faire le tour complet du Soleil. Cela signifie qu'un jour sur Vénus est plus long qu'une année. Il y a très peu d'activité sismique à l'intérieur de la Lune. Pourtant, des mini-séismes lunaires, causés par la force gravitationnelle de notre planète, se produisent parfois à plusieurs kilomètres sous la surface. Ensuite, de minuscules fissures et fractures apparaissent à la surface du satellite et des gaz s'en échappent. Mars est la dernière des 4 planètes intérieures, que l'on appelle aussi telluriques car elles sont composées de roches et de métaux. La planète rouge a un noyau composé principalement de fer, de nickel et de soufre. Il mesure entre 1500 et 1900 km de diamètre. Mais ce noyau ne bouge pas. C'est pourquoi Mars n'a pas de champ magnétique à l'échelle de la planète. Le faible champ magnétique qu'elle possède ne représente qu'1 centième de celui de la Terre. Lorsque les planètes du système solaire ont commencé à se former, la Terre n'a pas eu de lune pendant très longtemps. Il a fallu 100 millions d'années pour que notre satellite naturel apparaisse. Il existe plusieurs théories sur la façon dont la Lune est apparue, mais celle qui prévaut est la théorie de la fission. Elle affirme que la Lune s'est formée lorsqu'un objet est entré en collision avec la Terre, envoyant des particules dans tous les sens. La gravité a rassemblé les particules et la Lune a été créée. Elle a fini par se poser sur le plan de l'écliptique de la Terre, qui est la trajectoire actuelle de la Lune. Le plus grand être vivant sur Terre s'avère être un champignon dans l'Oregon. Cet énorme champignon Armillaria vit dans la forêt nationale de Malheur et couvre une superficie de 9,5 km². Il pourrait avoir jusqu'à 8500 ans. Mais on peut te pardonner de l'avoir manqué, car il est en grande partie caché sous terre. Lorsque les racines d'armillarier individuelles se rencontrent, elles peuvent fusionner pour devenir un seul champignon, ce qui explique comment celui-ci est devenu si grand. Si tu pouvais rassembler tous ces champignons en une seule grosse boule, elle pourrait peser jusqu'à 35 000 tonnes. C'est à peu près aussi lourd que 200 baleines grises. Le plus grand astéroïde du système solaire s'appelle Vesta, et il est si gros qu'on le qualifie parfois de planète naine. Un voyage vers la 2e étoile la plus proche de nous, après le Soleil, te prendrait 5 millions d'années en avion de ligne. C'est ce qu'on appelle un vol ultra long courrier.
L'espace n'est pas censé être noir. Il y a des étoiles partout. Ne devraient-elles pas éclairer tout ce qui se trouve autour? En réalité, on ne voit pas d'étoiles partout, car certaines d'entre elles n'existent pas depuis assez longtemps pour que leur lumière atteigne la Terre. Une journée sur Uranus dure 17 heures, 14 minutes et 24 secondes. Mais la planète a une inclinaison d'environ 98 degrés. Et cela fait qu'une saison sur la géante gazeuse dure 21 années terrestres. Certains scientifiques pensent que notre planète possédait autrefois un satellite supplémentaire. D'après leurs recherches, un corps céleste plus petit, d'environ 1100 km de large, tournait autour de la Terre comme une deuxième lune. Il s'est très probablement écrasé sur notre satellite principal par la suite. Une telle collision pourrait expliquer pourquoi les deux faces de la Lune ont l'air si différentes l'une de l'autre, l'une étant fortement cratérisée et rugueuse. Pourquoi pense-t-on si communément que les chiens sont daltoniens? Ils voient vraiment les couleurs, même si leur spectre est plus limité que le nôtre. Ils distinguent assez bien le bleu, le jaune et le violet. Mais il leur est difficile de faire la différence entre l'orange, le rouge et le vert. Donc, si tu veux redécorer la maison de ton chien, tu devrais peut-être utiliser des teintes violettes et bleues. Animaux, plantes et humains, nous sommes tous liés et avons des traits communs, car nous avons tous évolué à partir du même micro-ancêtre. Il s'agit de l'ancêtre originel de notre planète, Lucas. Cet organisme vieux de 3,8 milliards d'années est notre dernier ancêtre commun universel. Fermer les yeux peut améliorer ta mémoire. Disons que tu veux écouter une histoire et voir combien tu peux en retenir. Des études ont montré que si tu fermes les yeux et que tu te reposes pendant 15 minutes, tu t'en souviendras mieux. C'est une bonne technique lorsque tu étudies ou que tu essayes de te souvenir d'une information pénible. Le coin rose de ton œil est en fait le vestige de la troisième paupière. Nous avons tous cette mystérieuse membrane. La troisième paupière est beaucoup plus importante chez certains mammifères et oiseaux car elle protège leurs yeux de la poussière. Mais pour les humains, ce tissu n'a pas de fonction particulière. Et les scientifiques pensent donc que nous finirons par le perdre. Lorsque les pommes de terre sont exposées à trop de lumière, elles deviennent généralement vertes, qu'elles se trouvent dans une usine, un entrepôt ou un champ. Cela se produit parce qu'elles commencent à former de la chlorophylle, un pigment qui donne aux plantes leur couleur verte. Ainsi, lorsque tu vois des chips vertes, cela signifie qu'elles ont été fabriquées à partir d'une pomme de terre qui a été exposée à la lumière pendant une longue période. Mais ce n'est pas parce qu'il y en a dans ton paquet que tu devrais les manger. Il s'avère que les zones vertes sur les pommes de terre et sur les chips ne sont pas bonnes pour toi. Il ne se passera rien si tu en manges une ou deux, mais si tu en manges une trop grande quantité, tu pourrais ressentir un certain malaise. Malgré leur nom, certaines oranges ne sont pas oranges. Certaines contiennent initialement de grandes quantités de chlorophylle, ce qui donne à cet agrume sa couleur verte. Au fur et à mesure qu'il mûrit, la chlorophylle disparaît lentement lorsque le fruit est exposé à des températures fraîches. C'est à ce moment-là qu'il prend sa couleur orange. Mais c'est aussi la raison pour laquelle, dans les régions chaudes du monde, les oranges restent vertes. Si tu as commandé quelque chose de petit sur Amazon, comme un stylo, un simple livre ou autre chose, tu l'as peut-être reçu dans une boîte qui semblait bien trop grande pour ton article. Et ce n'est ni un accident ni un hasard. Cela vient de leur complexe algorithme d'expédition. Il tient compte de la taille des autres colis destinés au même endroit, ainsi que de la taille du véhicule d'expédition. Le petit article reçoit une boîte dont la taille correspond à l'espace disponible à l'intérieur du véhicule avec les autres colis et empêche les boîtes de glisser. Le physicien et inventeur Percy Spencer a découvert les micro-ondes par accident. Il construisait un magnétron pour certains de ses équipements radars. À un moment donné, il s'est rendu compte que la barre de chocolat qu'il gardait dans sa poche avait commencé à fondre. Par curiosité, il a dirigé les micro-ondes vers des œufs qui ont explosé et vers du pop-corn qui a éclaté. C'est ainsi qu'il a découvert un outil formidable pour chauffer les aliments qui utilise moins d'énergie qu'un four classique. Dans sa version originale, la substance pâteuse que nous appelons aujourd'hui Play-Doh était un produit de nettoyage pour papier peint. Elle avait été inventée et vendue dans le but de décoller la poussière du papier peint. À l'époque où elle est apparue sur le marché, on l'a trouvée uniquement dans une couleur blanc cassé. Mais plus tard, lorsqu'ils ont commencé à la vendre comme un jouet, cette substance a été produite en jaune, bleu et rouge. Aujourd'hui, elle existe dans plus de 50 couleurs différentes. Le papier bulle avait un but légèrement différent à ses débuts. C'était censé être du papier peint. Dans les années 1950, lorsqu'il a fait son apparition, 2 ingénieurs ont décidé de coller 2 rideaux de douche ensemble.
C'est ainsi qu'ils ont emprisonné de petites bulles d'air entre eux. Ils essayaient de créer une sorte de papier peint avec une texture, mais cela n'a pas marché. Quelques années plus tard, IBM a dû expédier des processeurs de données et avait besoin de quelque chose pour les protéger. C'est alors que le phénomène du papier bulle est apparu. Une étude a montré qu'une seule minute passée à faire éclater du papier bulle est aussi apaisante qu'un massage de 30 minutes. Pourquoi les ventilateurs électriques ne refroidissent-ils pas l'air ? Il suffit de placer un thermomètre devant l'appareil et de choisir le mode turbo pour que la température ne baisse pas. En fait, la température pourrait même augmenter si tu laisses le thermomètre à côté du ventilateur grâce au courant électrique. Un ventilateur ne refroidit pas l'air, mais il te refroidit toi ou tout autre objet contenant de l'eau. Un ventilateur électrique améliore la circulation de l'air dans un espace clos et accélère l'évaporation, ce qui refroidit un peu les liquides, y compris la sueur de ta peau. Tu as remarqué que les capuchons des stylos ont de petits trous en haut ? Cela semble étrange au premier abord, mais c'est pour te sauver la vie. Si tu avales accidentellement ce capuchon, le trou te permet de continuer à respirer car le capuchon ne bloque pas complètement les voies respiratoires. Si tu regardes de plus près le ciel nocturne, tu verras que les étoiles ont des formes et des tailles différentes. Le blanc est la couleur la plus fréquente, c'est vrai, mais elle scintille aussi dans des nuances de rouge, de bleu et de jaune. Mais tu ne verras jamais d'étoiles vertes. Ce n'est pas que les étoiles n'émettent pas de lumière verte, c'est simplement que nos yeux ne la voient pas ainsi. Les étoiles ont des couleurs différentes lorsqu'elles brûlent à des températures différentes. Les étoiles les plus chaudes sont bleues, tandis que les étoiles les plus froides semblent brûler dans des teintes rouges. Mais elles brillent toutes de plusieurs couleurs. Elles émettent différentes longueurs d'onde lumineuses qui représentent diverses parties du spectre des couleurs. Nous ne pouvons pas percevoir toutes ces longueurs d'onde séparément. Nous ne voyons que la longueur d'onde lumineuse principale, c'est-à-dire la couleur prédominante. Ainsi, les étoiles de température moyenne émettent des photons verts dans la plupart des cas, mais elles ne nous semblent pas vertes. Lorsque nous essayons de traiter un objet qui génère de nombreux photons rouges, verts, bleus et jaunes à la fois, nos yeux le voient comme blanc. C'est la même raison pour laquelle les étoiles à température moyenne, comme notre Soleil, nous apparaissent blanches. Pourquoi cligne-t-on des yeux ? Eh bien, pour humidifier et nettoyer l'œil. Chaque fois que tu fermes tes paupières, les glandes lacrymales sécrètent une substance salée qui balaie la surface de ton œil. Elle évacue alors toutes ces minuscules particules de poussière et lubrifie également les parties exposées de ton globe oculaire. Nous clignons généralement des yeux toutes les 4 à 6 secondes, sauf si les yeux sont plus irrités. Dans ce cas, nous clignons plus fréquemment des yeux pour les garder humides et propres. Mais ce n'est pas tout. Cligner des yeux aide aussi notre cerveau à se reposer. Il doit traiter tellement de choses en permanence qu'il est normal de lui accorder une pause de temps en temps. Ainsi, le clignement des yeux secourt notre cerveau environ 15 à 20 fois par minute. Lorsque nous fermons les yeux, nous aidons notre cerveau à s'éteindre et à faire une pause mentale très courte et néanmoins efficace. C'est pourquoi nous clignons davantage des yeux lorsque nous sommes au milieu d'une tâche qui exige une activité mentale importante. Pourquoi avons-nous des ongles ? Ils sont généralement constitués d'un type spécifique de protéines que l'on trouve dans la fourrure, les cheveux, les griffes et les sabots. Il s'agit de la kératine. Et contrairement aux griffes, les ongles sont plats et larges, ce qui les rend plus efficaces pour protéger le bout des orteils et des doigts contre les blessures potentielles. Non seulement les ongles protègent les zones sensibles, mais ils constituent aussi un support rigide qui te permet de prendre et de séparer de petits objets plus facilement. Comment pourrais-tu prendre une simple pièce de puzzle ou décoller un autocollant de son support sans ongles ? Ce serait presque impossible sans des outils supplémentaires. Les grands singes et les chimpanzés utilisent eux aussi leurs pieds pour ces tâches délicates. Les primates ont probablement développé des ongles parce qu'ils avaient besoin d'aide pour des tâches simples, comme saisir fermement des branches ou enlever des tiques. Les framboises, les mûres, les fraises et les cerises ne sont pas des baies. Pour être classées parmi les baies, elles doivent avoir 3 couches. Une couche extérieure de protection, une couche charnue au milieu et enfin une partie intérieure où se trouvent les graines. De plus, une plante doit provenir d'une fleur avec un seul ovaire et avoir 2 graines ou plus. Ainsi, selon ce critère, les myrtilles et les érelles sont des baies. Il y a aussi d'autres plantes que l'on ne s'attendait pas à trouver dans cette catégorie. Les kiwis, les bananes, les pastèques, les tomates, les aubergines et même les poivrons. Tu as probablement entendu dire que tes oreilles et ton nez sont les parties du corps qui ne cessent de grandir. Cela se produit en raison des effets de changement de la peau et de la gravité. D'autres parties de ton corps changent de la même manière, mais tu ne peux pas le voir aussi bien que tu peux voir ce qui se passe avec ton nez et tes oreilles. Tu peux facilement décoller les post-it car leur adhésif plastique n'est pas uniforme. Il est réparti en minuscules gouttes sur la partie collante du papier.
Lorsque tu colles un post-it sur un tableau d'affichage, toutes les gouttes, qui sont techniquement appelées microcapsules, n'ont pas besoin de toucher la surface pour que le papier reste collé. Tu peux donc facilement le décoller. Et puis, quand tu voudras le recoller à autre chose, les gouttes de colle non utilisées prendront le relais. Finalement, tu finiras par utiliser toutes les capsules de colle, ou bien elles seront simplement recouvertes de saleté et le post-it ne collera plus. Si mâcher du chewing-gum est si satisfaisant, c'est parce qu'il est fait de caoutchouc. Les chewing-gums d'avant avaient une texture élastique à cause d'un élément appelé chicle, un type de latex naturel. Aujourd'hui, tu peux mâcher ton chewing-gum plus facilement car il est fait de caoutchouc synthétique. Certains caoutchoucs sont aussi utilisés pour les pneus de voiture, tandis que d'autres sont utilisés pour la colle Elmer parce qu'ils imitent l'effet du chicle. Les immeubles de bureau sont un peu plus hauts pendant la nuit. Lorsque les employés ont fini de travailler et qu'ils rentrent tous chez eux, les grands immeubles de bureau grandissent légèrement. Par exemple, un gratte-ciel de 400 mètres de haut rétrécit d'environ 0,8 mm pendant la journée, sous le poids des 50 000 personnes à l'intérieur. Tu pourrais chauffer confortablement ta maison avec seulement 70 personnes à l'intérieur. Si tu as déjà été coincé dans une petite pièce bondée, tu sais que les gens dégagent de la chaleur corporelle. Il te faudrait environ 70 personnes en mouvement pour réchauffer ta maison en hiver en utilisant uniquement leur chaleur corporelle. Ou peut-être 140 personnes immobiles, si l'on considère que ta maison est équipée de 4 radiateurs électriques à accumulation et que les humains dégagent environ 100 à 200 watts de chaleur dans des conditions normales. Pourquoi le verre se casse-t-il si facilement? C'est parce que ses atomes ne sont pas très bien disposés. Contrairement à d'autres matériaux solides comme le métal, le verre est composé d'atomes amorphes, ce qui signifie sans structure, peu serrés et disposés de façon aléatoire. Ces atomes ne peuvent pas se réarranger aussi rapidement pour conserver une structure solide, de sorte que le verre se brise et des fragments éclatent partout. Sais-tu pourquoi les hublots des avions sont la plupart du temps au-dessous du niveau des yeux? Les avions seraient bien moins chers, plus solides et plus faciles à construire sans hublot. Mais ils sont là parce que beaucoup de gens aiment la vue. D'autant qu'il y a environ 100 ans, les vols se faisaient souvent à basse altitude. De plus, si certains passagers se sentent mal, regarder par la fenêtre peut les aider à retrouver leur sens de l'équilibre, car leurs yeux leur signaleront ce qui se passe autour d'eux. Les hublots positionnés plus bas aident aussi à répartir plus uniformément la charge autour d'eux. Le plancher de la cabine, où les passagers se tiennent, n'est pas tout à fait au fond de l'avion. C'est pourquoi les hublots semblent bas par rapport au volume global de la cabine et au niveau des yeux des passagers assis. L'eau semble plus froide que l'air à la même température car elle est plus dense. C'est aussi pour cette raison que ton corps perd de la chaleur 25 fois plus vite lorsqu'il est entouré d'eau que s'il est entouré d'air à la même température. Comme elle est très dense, l'eau a une capacité thermique élevée. Cela signifie qu'il faut beaucoup de chaleur pour augmenter ne serait-ce qu'un peu sa température. L'eau retient bien à la fois la chaleur et le froid. C'est pourquoi l'océan est beaucoup plus froid que la Terre et en même temps, ta soupe chaude reste chaude pendant longtemps. L'eau est aussi un assez bon conducteur, ce qui signifie qu'elle transfère efficacement la chaleur ou le froid au corps humain. T'es-tu déjà demandé pourquoi l'eau nettoie si bien? C'est à cause de ses molécules asymétriques. Elles sont composées de 2 atomes d'hydrogène collés à un seul atome d'oxygène, ce qui signifie qu'elles sont triangulaires. C'est pourquoi elles ont une charge légèrement différente sur leurs différents côtés, comme un aimant. L'extrémité oxygène de la molécule est légèrement négative, tandis que l'extrémité hydrogène est légèrement positive. Grâce à cette caractéristique, l'eau est très efficace pour se coller à d'autres molécules. Ainsi, lorsque tu veux laver la saleté, les molécules d'eau vont se coller à elle et l'éloigner de la surface sur laquelle elle se trouve, et ce, quelle qu'elle soit. C'est aussi pour cela que l'eau a une tension superficielle. Elle est aussi capable de se coller à elle-même. Les chats domestiques partagent certaines similitudes avec les grands chats sauvages, mais l'une des choses qui les distingue est leur vocalisation. La majorité des grands félins, comme les tigres et les lions, rugissent bruyamment pour que tout le monde sache qu'ils défendent leur territoire. Mais avec les chats domestiques, la plupart du temps, tu n'entendras que des ronronnements et des miaulements. Cela est dû à la physiologie de leur gorge et de leur boîte vocale qui aide à créer ces vocalisations félines. Ainsi, un félin peut soit rugir, soit ronronner, mais aucun chat ne peut faire les deux. Les lynx, les cougars, les chats domestiques et les guépards ronronnent. Le ronronnement est spécifique car un chat le crée lorsqu'il inspire et lorsqu'il expire. Le rugissement a évolué dans une lignée particulière de grands félins qui comprend les tigres, les lions, les jaguars et les léopards, sauf le léopard des neiges qui a perdu cette capacité. Ils sont capables de rugir grâce aux os flexibles de leur gorge. Les mammifères ont leur boîte vocale dans la gorge, où
où l'air, passant par cette structure, produit des sons. Les cordes vocales et les os hyoïdes sont les deux principales parties du larynx qui créent différentes vocalisations chez les chats. Tu préfères probablement la fonction Pulse de ton mixeur. Ça fonctionne tout simplement mieux, et ce, grâce aux turbulences. Lorsqu'un mixeur arrête de hacher les aliments et commence à les faire tourner en rond uniquement, tout ce que tu mets dedans tourne à la même vitesse. Il ne s'agit pas vraiment de mélanger les ingrédients ensemble, mais de ce qu'on appelle un flux laminaire. Cela signifie que toutes les couches de liquide se déplacent continuellement dans la même direction. Lorsque tu utilises la fonction Pulse, ton mixeur ajoute des turbulences. Ainsi, les morceaux de fruits ne se contentent pas de rouler sur le côté du mixeur, ils tombent au centre et il est alors plus facile de les mixer. Tu aimes ouvrir ta fenêtre pendant une chaude journée de printemps ou d'été? C'est tellement agréable d'entendre les oiseaux chanter. Mais même si tu reviens 1 heure plus tard, tu les entendras probablement encore chanter la même chanson. Ce sont des travailleurs acharnés, et les mâles sont très probablement en train de garder leur territoire et d'essayer d'attirer une femelle. Les humains marquent leur territoire avec des clôtures, tandis que les animaux ont leur propre tactique. Certains aiment laisser leur odeur partout, mais les oiseaux utilisent un chant pour envoyer un message indiquant en particulier aux autres mâles de la zone que tel espace leur appartient. Ils vont donc continuer à chanter la même chanson encore et encore. Pendant l'hiver, ils chanteront moins de notes, voire une seule note. En plus de marquer leur territoire, ils essaient aussi de savoir s'il y a de la nourriture à proximité. Pourquoi les chats aiment-ils tant les petits espaces? Tout d'abord, ce sont des animaux solitaires. C'est pourquoi ils cherchent toujours une cachette sûre pour faire une bonne sieste. Et si tu vois un chat recroquevillé dans une petite boîte, il essaie probablement de trouver un endroit agréable et chaud pour dormir et éviter le sol froid. Les chats préfèrent une température ambiante d'environ 14 degrés Celsius, un peu plus fraîche que ce qui est confortable pour nous. Et s'il n'y a pas de rayon de soleil pour se coucher, ils chercheront d'autres solutions, comme une boîte à chaussures douillettes. D'ailleurs, les chats sont plutôt paresseux. Ils peuvent dormir jusqu'à 18 heures par jour, même si la plupart dorment en moyenne entre 10 et 13 heures par jour. La majorité des chats sont plus actifs à l'aube et au crépuscule. Même si beaucoup pensent que ce sont des animaux nocturnes, ils appartiennent en fait à une catégorie spécifique appelée crépusculaire, à l'instar d'autres créatures comme les hamsters, les furets et les chiens errants. Au cours de millions d'années, les chats ont évolué et sont devenus des prédateurs à faible luminosité. Leur vue est adaptée pour les activités du crépuscule. Et comme c'est le moment où ils sont le plus actifs, ils économisent leur énergie pour le crépuscule et l'aube. Avant d'être domestiqués, les chats devaient dépenser de grandes quantités d'énergie à ces moments-là pour débusquer, poursuivre et attraper leur proie. Les chats domestiques n'ont plus besoin de chasser avant chaque repas, mais leur instinct naturel les incite toujours à conserver leur énergie pour la période crépusculaire. Pourquoi les trèfles à 4 feuilles sont-ils si rares? Comme pour les animaux, les gènes des plantes sont situés sur ces petits paquets d'ADN dans le noyau de chaque cellule, qu'on appelle chromosomes. Nos chromosomes se présentent par paires assorties, mais les trèfles en ont 4 copies de chaque chromosome par cellule. Il y a un gène responsable des trèfles à 4 feuilles, et il est récessif. Cela signifie que cette plante ne créera 4 feuilles que si elle possède le gène à 4 feuilles sur les 4 chromosomes. Or, c'est plutôt rare. De plus, certaines conditions environnementales, comme l'activité du sol, ainsi que la température, peuvent aussi avoir une incidence sur l'apparition des 4 feuilles. Fait intéressant, cette anomalie a tendance à se produire en grappes, donc si tu en trouves un, regarde autour de toi, il pourrait y en avoir d'autres.